Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce débat donc, sur le marché de l'art et des images. Et merci d'être venus en cette belle après-midi de dimanche ensoleillé, remplir ce grand hémicycle. Donc, merci à vous d'être là. Donc, je suis Charlotte Guichard, directrice de recherche au CNRS, et je suis modératrice de ce débat. Alors, pour commencer cet échange, je voulais dire quelques mots sur l'esprit dans lequel cette table ronde avait été élaborée. Et la question un petit peu qui a guidé notre réflexion, c'était comment s'est construit dans l'histoire un marché de l'art et des images. C'est vraiment le point de départ de cette table ronde qui voudrait explorer les liens qui se sont tissés entre le monde de l'économie, celui de l'art et des images dans les sociétés européennes et occidentales. Donc on a quand même un point de vue assez situé de ce point de vue-là. Je vais présenter tout à l'heure mes collègues qui ont fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Un seul manque à l'appel en raison d'un problème de train. Luc Boltanski, malheureusement, ne pourra pas être là. Donc voilà, nous aurons plus de temps pour échanger sur ce thème. Alors voilà, comment s'est construit dans l'histoire ce marché de l'art et des images? Une telle interrogation peut étonner pour deux raisons. La première, c'est que l'art, surtout depuis le XIXe siècle et ce qu'on a appelé le moment romantique, a été considéré comme un monde à part, un monde extérieur au marché, depuis la rupture qui aurait été instaurée au moment romantique d'un art pour l'art. Et là, je fais référence aux travaux de Pierre Bourdieu. Donc un art qui serait désintéressé, qui serait pur, qui interviendrait toujours en marge de la société. À l'inverse, dans nos sociétés contemporaines, occidentales, capitalistes et médiatiques, les images sont au cœur de l'économie de marché. À travers les images publicitaires, à travers aussi l'esthétique de la marchandise qui s'expose partout, dans tous les médias et sur tous les supports possibles. Donc en fait, on a là deux points de vue différents sur ces marchés de l'art et des images, mais deux points de vue qui sont finalement assez facilement conciliables. On aurait d'un côté les images médiatiques, impures et capitalistes, et de l'autre, des images d'art qui trôneraient dans une sorte de splendide isolement. En réalité, on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien et que les rapports entre l'économie de marché, les mondes de l'art et les images sont très denses, sont tous sauf univoques et sont même en réalité franchement ambivalents. Alors, pour éclairer cette idée, je voulais partir de différentes propositions artistiques très récentes qui étaient précisément aux frontières de l'art, du marché et du monde des images médiatiques et qui se sont produites en gros cette dernière année. Alors, le premier événement auquel je voulais faire référence, c'est celui-ci, d'autant qu'il rejoue là, ces derniers jours. Vous le savez peut-être, en janvier 2018, une pétition d'artistes et de personnalités de la culture s'élevait contre le don d'une sculpture faite par Jeff Koons. Cette sculpture, donc, c'est ce bouquet de tulipes que vous voyez là à l'écran. Une sculpture monumentale que Jeff Koons avait offert à la municipalité de Paris et qu'il voulait voir exposé, installé, place de Tokyo, précisément en face du musée d'art moderne. Et ce don et cette proposition avaient soulevé l'indignation d'une fraction des mondes de l'art qui trouvaient que Jeff Koons, qui était considéré comme un artiste spéculatif, travaillant pour le marché, n'avait pas sa place au seuil d'un des musées les plus prestigieux de Paris. Donc voilà le problème de cette difficile relation entre les mondes de l'art et les mondes de l'économie de marché. Un autre exemple, beaucoup plus récent, puisqu'il s'est produit vendredi dernier, dans la salle de vente de Sotheby's à Londres, un exemple donc qui montre que le rapport des images, de l'art et du marché est riche d'ambivalences réciproques, mais en réalité très productive. Et c'est un petit peu cette idée qu'on voudrait développer ensemble dans la table ronde. Je fais bien sûr la référence au dernier événement médiatique orchestré par le street artiste Banksy, qui a fait en sorte que l'une de ses œuvres les plus emblématiques, donc la petite fille au ballon rouge que vous voyez là sur la gauche, qui était en train d'être vendue à plus d'1 million d'euros,
soit autodétruite sous les yeux des enchérisseurs et de l'acheteur aussi, c'est aussi problématique, par une broyeuse qu'il avait lui-même insérée dans le cadre qui venait encadrer précisément son œuvre. Que dire de ces images ? Est-ce qu'il s'agit là d'une critique du marché de l'art et de ses spéculations folles par l'artiste Banksy ? Mais l'œuvre n'a pas été détruite, hein, et le petit ballon rouge d'ailleurs, ce symbole d'espoir, demeure toujours intact dans l'œuvre. Il n'a pas été touché par la broyeuse. Et le prix même devrait augmenter d'après les experts à la suite de l'événement qui s'est produit ces dernières semaines. Faut-il dire alors que le marché récupère le mouvement de l'art ? Ou au contraire que l'artiste participe activement à cette spéculation grâce à sa maîtrise des réseaux sociaux et des images médiatiques. Car en effet, ce qui est important, c'est que l'événement fut relayé sur le compte Instagram de Banksy, avec plus de 11 millions de vues. Et là, voilà l'image telle qu'elle apparaît sur le compte Instagram de Banksy. Banksy qui lui-même commente son œuvre, donc il la signe, il montre qu'il est à l'origine de cet événement-là, et il la légende avec une citation de Picasso, The urge to destroy is also a creative urge. Donc un événement qui est repris par Banksy avant d'être repris en boucle par les autres médias. Dans ce cas, c'est bien l'artiste qui est le maître du jeu et pas le marché qui récupère l'artiste. Voilà, donc cette table ronde, à partir de ces deux événements que je voulais évoquer en introduction, cette table ronde entend interroger dans l'histoire, avec une profondeur historique, les rapports en réalité étroits entre les arts, les images et l'économie. D'abord, on voudrait présenter, d'un point de vue un peu extérieur aux images elles-mêmes, à leur contenu, les relations fortes qui se sont établies entre les mondes de l'art et ceux de l'économie de marché, et notamment le marché du luxe autour de critères bien spécifiques qui émergent dès le XVe siècle, le nom, la beauté, la rareté, le style. Alors faire cette histoire-là, c'est faire une histoire un petit peu des institutions du marché de l'art, c'est faire l'histoire des marchés de l'art et des images à partir des transactions sociales et économiques qui les gouvernent. C'est faire l'histoire du mécénat, faire l'histoire des commandes, des ventes publiques, dont on peut voir qu'elle a des échos ultra contemporains, etc. Il s'agit ainsi de mettre au jour la centralité de l'économie, en particulier de l'économie de marché, dans la structuration des mondes de l'art. Mais la table ronde voudrait aussi proposer un autre point de vue, peut-être plus inattendu, l'idée que les producteurs d'images, que sont les artistes, parce qu'ils sont aussi des créateurs de représentations, et là je reprends une expression de Svetlana Alpers, les artistes ont un regard souvent très réflexif sur cette économie de marché, cette esthétique du luxe, et qu'ils contribuent à la façonner. Il s'agit là d'un point de vue plus attentif aux images et aux œuvres d'art produites, celles qui prennent comme objet, justement, les transactions économiques et financières pour les dénoncer, ou pas d'ailleurs, parfois pour les façonner, un peu à l'image de ce que fait Banksy, par exemple, peut-être, dans sa proposition. Ici, on est plus proche d'un autre type d'hypothèse qui envisage l'art comme un laboratoire du capitalisme. Ce sont les artistes qui participent à l'élaboration de certains des critères de la valeur dans un monde capitaliste et ultra-commercial. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise les mondes de l'art ? C'est une culture du nom et de la marque, une forte singularité, une propension à se mettre en scène et à se présenter comme un produit dans l'arène médiatique. Et là, on est bien loin du credo néo-romantique que j'évoquais tout à l'heure, qui envisageait l'art comme un univers de pratiques désintéressées. Alors ici, la proposition rejoint celle qui avait été faite par le sociologue Pierre-Michel Menger dans son Portrait de l'artiste en travailleur, un ouvrage qui était publié en 2002, où il écrivait, et je le cite, « L'art donc serait un principe de fermentation du capitalisme ». Voilà un petit peu les pistes de cette table ronde, et je remercie très chaleureusement les collègues qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui et qui sont donc issus de différentes disciplines. Histoire de l'art. Notre sociologue a disparu, mais il sera là dans nos discussions. Chacun présentera son travail et ses hypothèses pendant une dizaine de minutes, et puis nous aurons des échanges entre nous et puis avec la salle que j'espère les plus nourris et les plus riches possibles.
Donc nous aurons une approche chronologique pour être peut-être les plus classiques possibles au début en tout cas. Donc voilà, nous commencerons par Étienne Hanheim, que je remercie beaucoup d'être là car il a eu quelques jours chargés. Donc historien, spécialiste d'histoire médiévale, qui est directeur d'études à l'EHESS. À ma gauche, Manuel Charpy, qui est chercheur au CNRS, à l'Institut de recherche historique du Septentrion, spécialiste d'histoire contemporaine. Et puis enfin, nous aurons le plaisir d'entendre Sophie Cras, qui est historienne de l'art, spécialiste de l'art du XXe siècle et qui vient tout juste de faire paraître, et donc je profite pour présenter la couverture de son très très bel ouvrage, et très important aussi, donc son ouvrage « L'économie à l'épreuve de l'art aux presses du réel » qui vient tout juste d'être publié. Voilà, donc pour commencer, je passerai tout de suite la parole à Étienne Hanheim. Merci beaucoup Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, il me revient de débuter, puisque c'est moi qui me situe le plus loin dans le passé ici de nous quatre. La question du marché des images ou du marché de l'art au Moyen-Âge, en particulier au Moyen-Âge dont je m'occupe, c'est-à-dire les derniers siècles du Moyen-Âge, de la fin du XIIIe siècle au XVe siècle, est une question qui a longtemps été enfouie, et Charlotte vient de le rappeler, puisqu'il a longtemps été difficile de penser l'art dans les termes de l'économie. Alors, en général, pour la raison que Charlotte Guichard vient de rappeler auparavant, c'est-à-dire cette opposition entre un pôle de la valeur qui renvoyait à une économie parfois connotée négativement et un pôle de la gratuité ou du désintéressement qui était le pôle artistique, que cette question, même si elle s'est déplacée à partir des années 1970 dans l'histoire de l'art, on peut penser à Michael Baxendale, et dans la sociologie, et là on peut effectivement penser aux travaux de Boltanski ou de Pierre-Michel Menger qui ont été évoqués tout à l'heure, qui ont fait que petit à petit l'art s'est davantage intégré dans une pensée de l'économie, voire dans une pensée du capitalisme. Mais cette difficulté concernant le Moyen-Âge, elle a été redoublée, je dirais, parce que la question même de l'économie et de l'art au Moyen-Âge est une question irrésolue. C'est-à-dire qu'un certain nombre de chercheurs pensent qu'on ne peut pas parler d'art au Moyen-Âge et on ne peut pas non plus parler d'économie. Donc ça devient difficile de parler de marché de l'art à une époque où il n'y aurait ni marché ni art. Et cette manière de prendre les choses, si vous voulez, renvoie à une réflexion sur l'économie qui s'est déroulée au cours du XXe siècle, peut-être à partir d'un ouvrage très important qui s'appelle « La Grande Transformation » de Polanyi, qui faisait l'hypothèse que les sociétés occidentales, pendant très longtemps, avaient vécu dans un monde où l'économie était intriquée dans le social, où il n'y avait pas une sphère des échanges économiques spécifiques, et qu'à partir du XVIIIe siècle, au fond, se développait quelque chose comme un monde de l'économie et un monde du capitalisme dont on pouvait parler. Donc forcément, du coup, les images médiévales, l'art médiéval s'était situé du côté du non économique. Donc raison supplémentaire pour ne pas faire une histoire économique de cette période. Alors, évidemment, me direz-vous, le problème de ce schéma d'interprétation dans lequel on aurait un moment où il n'y a pas d'art et puis où l'art apparaît, où il n'y a pas d'économie et où l'économie apparaît, c'est de savoir comment on passe de l'un à l'autre. Et évidemment, les derniers siècles du Moyen-Âge et le début de la Renaissance sont un moment de transition, sont une sorte de laboratoire de cette question. Et c'est aussi en réfléchissant dans cette perspective-là, comme l'historien de l'économie Jean-Yves Grenier l'a souvent proposé, c'est-à-dire en considérant l'économie d'Ancien Régime comme un monde un peu particulier, qu'on peut revenir vers les objets et les images du Moyen-Âge en s'interrogeant sur leur place dans la perspective du marché et dans la perspective des formes de l'échange. Le plus souvent, la réponse qui a été alors donnée par les historiens du Moyen-Âge et de la Renaissance est une réponse généalogique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, s'il y a un marché de l'art contemporain, c'est qu'il y a un marché de l'art du XIXe siècle. Et s'il y a un marché de l'art du XIXe siècle, alors c'est qu'il doit y en avoir un au XVIIe, au XVIIIe, et puis on va continuer régressivement à chercher les origines du marché de l'art dans une perspective qui est effectivement complètement généalogique et pour retrouver le début du marché de l'art.
Et ces retrouvailles avec le début du marché de l'art, chez beaucoup d'historiens, ont conduit aux alentours du XVe siècle. Mais est-ce que pour autant ça fonctionne vraiment? C'est la question que je voudrais ici poser à partir d'un document. Un document qui est à la fois une image, une Sainte Barbara de 1478 que vous avez ici à l'écran, peinte par Matteo Di Giovanni, et le contrat de commande de cette image que j'ai traduit et fait figurer à ses côtés. Or, ce contrat, je voudrais le lire rapidement avec vous, ça sera l'essentiel de ma petite contribution initiale, pour vous montrer comment se pose la question du marché et de l'économie à cette époque. Vous avez en fait un contrat de notaire très classique qui commence par un préambule. Ce préambule est d'ailleurs en latin, ça n'est pas tout à fait anodin. Antonio de Spezia et Pietro Paoli, boulangers, habitants de Sienne, représentants des compagnons de la compagnie Sainte Barbara, qui se rassemblent dans l'église Saint-Dominique de Sienne, ont engagé maître Matteo Di Giovanni, peintre de Sienne, pour la réalisation et la peinture de sa propre main d'un tableau pour l'autel de la chapelle Sainte Barbara susdite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces deux boulangers, ce sont des représentants de la corporation des boulangers qui a une dévotion particulière avec une chapelle et ils se cotisent en fait au titre de cette association pour faire la commande d'un retable. Ce retable, il est installé dans l'église Saint-Dominique et vous voyez, il est commandé avec ses figures et ses peintures, sa hauteur et sa largeur, selon l'accord, la manière et les conventions décidées plus tard et décrites ci-dessous en langue vulgaire. Et là, le document original passe du latin vers l'italien. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le préambule, c'est le notaire qui l'a écrit. Et derrière, on voit en fait les acteurs à l'œuvre en train de négocier. Et puis après, on passe à l'italien. Pourquoi? Parce que, évidemment, les deux commanditaires vont formuler dans leur langue, et eux ne parlent pas latin, c'est boulangers siennois, ils vont expliquer en italien le genre de choses qu'ils veulent pour le tableau de leur confrérie. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent? En premier lieu, le dit tableau doit être précieux et grand. Donc vous voyez déjà une notation économique, le tableau doit être précieux. Ça existe, la théorie de la valeur dans la peinture médiévale. Large de chaque côté, autant que le tableau qu'a fait faire Giacomo di Mariano Borghesi pour l'autel de la 3e chapelle de Saint-Dominique sur la droite, en allant vers l'autel majeur de l'église. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, qu'est-ce que sont en train de faire ces boulangers? Ils sont en train de dire, en gros, le tableau qu'on veut, c'est le même qu'a commandé Giacomo di Mariano, et puis il situe même l'endroit dans l'église. Donc vous voyez le travail de réplication. En fait, on travaille à la fois par compétition et par concurrence et par imitation avec d'autres commanditaires. Et la phrase la plus belle du texte est la suivante: avec cet ajout que la partie supérieure du tableau doit être plus haute que celle qu'a fait faire Giacomo d'au moins un quart. C'est-à-dire qu'en gros, il veut la même chose que le voisin, mais un peu plus grand, quoi, un peu plus beau, un peu plus haut. Et là, vous voyez comment les détails des formes de la compétition, à la fois artistique et marchande, s'insèrent dans les documents. Et puis après, vous passez à la description du texte lui-même, c'est-à-dire à un rapport, je dirais, esthétique et iconographique à l'espace visuel. De même qu'au milieu du tableau soit peinte la figure de Sainte Barbara, assise sur un siège d'or, qu'elle soit vêtue d'un manteau de brocart cramoisi. De même que sur le tableau soit peint 2 anges volants. Alors je vous invite à comparer, aujourd'hui ce n'est pas mon propos, mais à comparer la description de l'image avec l'image effectivement conservée. De même que d'un côté de Sainte Barbara soit peinte la figure de Sainte Catherine, à sa gauche Sainte Marie-Madeleine. De même que sur la partie supérieure soit peinte l'histoire des rois mages, etc., etc. Et on arrive à la fin du texte. De même que le dit maître Matteo doivent faire le tableau de bois à la dite mesure à ses frais. Et là, c'est la conclusion du texte, le moment du règlement économique. De même, le faire peindre et décorer d'or fin, selon le jugement d'un bon maître, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va contrôler la qualité, comme celui de Giacomo Borghesi, encore une fois, on peut penser qu'ils étaient un peu préoccupés de leurs confrères et voisins, et qu'ils doivent l'avoir installé sur l'autel de Sainte Barbara, à Saint-Dominique, à ses frais, d'ici le mois d'octobre prochain. Pour cela, le prix de 90 florins. Donc vous avez le règlement final avec une superposition entre une opération esthétique, une interaction sociale et une construction économique. Est-ce que ça, pour autant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du marché de l'image? Est-ce que c'est de l'ordre du marché de l'art? En réalité, je ne le crois pas, et c'est le point auquel je voulais en arriver. Pour qu'il y ait un marché,
il faut qu'il y ait un certain degré de standardisation ou du moins de production à l'avance de l'objet, de commercialisation et ensuite de revente ou de circulation des œuvres. Or, ici, ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce retable, on l'installe dans la chapelle, il ne bouge plus ensuite. Ce n'est pas un objet de circulation commerciale. Ce n'est pas un objet qui a une cote comme sur le marché de l'art aujourd'hui. En réalité, les objets peints médiévaux sont la plupart destinés à un usage unique, et je ne vous parle même pas des fresques. Quand vous faites faire une fresque dans votre palais, ce n'est pas quelque chose que vous allez revendre le jour où vous aurez besoin d'un peu de liquide. Donc en réalité, l'échange économique ici ne porte pas vraiment sur l'œuvre, il porte sur sa réalisation, sur sa performance. C'est-à-dire que, moins qu'un marché de l'art et des images, ici, on a affaire à un marché des matériaux et surtout un marché du travail artistique. Et vous voyez qu'il n'y a pas de linéarité dans la construction du marché de l'art, au sens où parfois on l'a fait remonter à la fin du Moyen-Âge ou au début de la Renaissance. Et cette question, au fond, de la non-linéarité est essentielle à penser. Il y a un travail, le travail de l'artiste ou de l'artisan, qui est incorporé dans l'œuvre et qui finit par valoriser l'œuvre, mais ensuite, pour qu'il y ait marché, cette œuvre doit être saisie par un certain nombre de dispositifs. Alors ces dispositifs, ça peut être des dispositifs discursifs, des historiens de l'art qui vont parler ou qui vont écrire à partir de Vasari. Ça peut être des dispositifs techniques. La signature qui a été étudiée par Charlotte Guichard dans son livre est l'un de ces dispositifs. Ça peut être des institutions qui sont aussi des dispositifs, les collections, puis les salles de vente, les musées, toutes ces choses qui vont produire l'image comme objet marchand, qui vont produire ce que Luc Boltanski appellerait un enrichissement, mais qui ne sont pas naturellement là dans le rapport économique à l'image. Et donc, au fond, il faut imaginer, à mon sens, plutôt une économie sur plusieurs plans qui sont feuilletés les uns au-dessus des autres. Et pour produire un marché de l'image ou pour produire un marché de l'art, il y a besoin d'abord qu'il y ait un marché du travail artistique. Et ce marché du travail artistique, au fond, il ressemble beaucoup plus à une économie de la performance, puisque, au fond, ce pourquoi on va engager l'artiste, c'est pour faire quelque chose. Et cette économie de la performance, elle s'inscrit dans les fondations du marché de l'art. Et parfois, ces fondations affleurent à nouveau dans la contemporanéité. Et c'est la question du happening, c'est la question aussi des instrumentalisations du happening, selon un spectre qui irait, pour le coup, de Banksy jusqu'à, par exemple, l'exposition blockbuster type Damien Hirst, qui est une autre forme de valorisation de ce type. Et donc le rapport ici au marché, je pense, est indexé sur un rapport au travail qui est en quelque sorte antérieur, au moins chronologiquement. Merci beaucoup Étienne Anheim donc, pour cette première approche qui complexifie du coup la question, puisque en fait donc, derrière ce marché des images, avant cette forme d'institutionnalisation, même le mot a été lancé, de standardisation donc, des formes et des objets, eh bien, on aurait un marché du travail artistique, un marché du talent en réalité des artistes. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir aussi cette matérialité qui s'exprime dans les premières sources économiques qui apparaissent dès le Moyen-Âge. Et donc, en tout cas, qui nous montre que, ce que je trouve aussi intéressant, cette économie-là du talent, en fait, elle est aussi produite, mais on y reviendra sans doute, pour l'époque la plus contemporaine, dans une forme de compétition, de rivalité avec les pairs, et que, voilà, une forme d'émulation, peut-être un mot là qui apparaîtra plus tard, mais qui prend son sens déjà, en tout cas, au Moyen-Âge. Alors, on va continuer un petit peu sur cette réflexion sur les institutions dans l'histoire du marché de l'art et des images, avec Manuel Charpy, qui est vraiment un spécialiste d'une institution alors qui n'est pas radicalement nouvelle au XIXe siècle. Il s'agit des ventes aux enchères, mais on a vu, là, on a parlé de performance, on a parlé de Banksy, on voit que la salle des ventes aux enchères, c'est un lieu de transaction économique, mais aussi un lieu de spectacle et un lieu médiatique. Et donc, Manuel Charpy va nous parler, je crois, de l'histoire de cette institution qui est la vente aux enchères. Oui, alors, merci. Juste un mot en préambule.
Comment dire, je suis arrivé à ces questions-là pas tant par le monde des arts, la production des artistes, mais plutôt par la consommation bourgeoise, parce que les bourgeois, les familles bourgeoises au sens assez large, achètent notamment à Paris pour se meubler. Donc c'est aussi une histoire d'un art meublant. On y reviendra peut-être, ça compte aussi pour la question du marché. Et donc effectivement, je voulais juste m'arrêter rapidement sur deux institutions, en fait, à la fois effectivement les ventes aux enchères, l'hôtel des ventes aux enchères, et puis une autre institution qui est l'atelier d'artistes. J'irai très vite, mais qui sont un peu les deux espaces commerçants qui se construisent au 19e siècle, enfin qui se reconstruisent autrement. Je ne vais pas le redire effectivement tout au long de mon rapide exposé. Ces deux espaces préexistent évidemment. Les ventes aux enchères, Charlotte a travaillé dessus, voilà, ont une place très importante au XVIIIe siècle. La différence dans les deux cas, c'est que ça s'ouvre à un public beaucoup plus large et que ces espaces deviennent des institutions ouvertes, très ouvertes, et en même temps qui sont obligées de se réinventer pour ne pas être trop ouvertes, pour dire les choses très rapidement. Premier élément, cette poussée des ventes aux enchères artistiques dans le premier 19e siècle. Vous en avez un exemple alors, à gauche, c'est la salle déjeuneur qui est une des salles élégantes de vente aux enchères dans le premier 19e siècle. Mais cette poussée très forte va contraindre la chambre des commissaires-priseurs, les commissaires-priseurs, à se réorganiser, à chercher un nouveau bâtiment. Ils vont finir par faire construire un grand bâtiment, vous l'avez à droite, qui est l'hôtel Drouot, vous connaissez, vous avez tous entendu ce terme, donc qui est rue Drouot, ouvert en 1852 et qui est d'entrée, et la commande là est très claire, j'aurais pu aussi vous la donner, mais d'en faire un bâtiment qui ressemble à un musée. On pourrait ajouter qu'il ressemble à une banque aussi, c'est quand même très très net, hein, quand on regarde, il se trouve que l'architecte en plus a travaillé pour des filiales de banque aussi. Un espèce de bâtiment, on va dire, voilà, ça relève du temple, du musée, du coffre-fort, comme vous voulez. Mais l'architecture elle-même doit signifier cette nouvelle fonction noble. Et puis cette institution publique, puisqu'elle se présente vraiment comme ça, et c'est un apport en France, enfin une singularité en France, c'est que les commissaires-priseurs sont des personnages de l'État, sont des fonctionnaires, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, en Angleterre avec Sotheby's et Christie's, qui sont des ventes aux enchères privées. Là, les commissaires-priseurs parisiens vont réussir à en faire une force, c'est-à-dire en faire une vraie institution d'État, où ils vont sembler être des personnages complètement désintéressés. On pourra y revenir peut-être après, évidemment. Et puis ce bâtiment, donc, qui concentre toutes les ventes aux enchères, va tout de suite distinguer deux publics et deux types de marchandises. Vous avez un rez-de-chaussée réservé aux ventes, donc vous l'avez en haut à gauche, réservé aux ventes de tout venant. On vend les vieux meubles, les faillites, les tas de charbon, etc. Et puis à l'étage où vous avez un public choisi et des ventes extrêmement prestigieuses, de tableaux, de curiosités exotiques, d'antiquités. Donc vous voyez une distinction sociale qui se construit de façon extrêmement forte, très claire. Et dans cette nouvelle mise en scène des ventes, tu parlais effectivement de scène, mais vous voyez d'ailleurs que ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Sur cette scène médiatique, vous avez une nouvelle figure qui est le commissaire-priseur, j'en parlais tout à l'heure. Je fais court, on a tous les dossiers des parcours sociaux, on va dire, des commissaires-priseurs. Premier 19e siècle, un commissaire-priseur, c'est encore un notaire raté. Voilà. Second 19e siècle, à partir des années 1860, c'est à peu près l'inverse exact, c'est-à-dire c'est un homme qui a su s'extraire de son ministère pour devenir une figure mondaine et une figure du goût et une figure en plus économiquement extrêmement puissante. Donc une nouvelle figure qui va compter. Et tout ça, évidemment, vous le savez, va fonctionner parce que dans cet espace de l'enchère, on produit de la valeur collectivement. C'est-à-dire que je fais très court parce que vous connaissez tout ça très bien. On fabrique la valeur tous ensemble, donc a priori, si on se trompe, c'est tous ensemble. Donc déjà, ça protège quand même contre pas mal d'erreurs. On le fait d'autant plus en confiance qu'il y a cette figure du commissaire-priseur et puis qu'il y a tout un tas de figures d'experts qui vont apparaître. Ils existent aussi au XVIIIe siècle, mais là, ils deviennent extrêmement construits. Au passage, ce sont des experts autodésignés, il n'y a aucune fonction d'expertise.
aujourd'hui non plus, hein. Mais c'est pas grave, ils sont reconnus, ils ont l'air reconnus par l'institution et par le public, donc ça suffit. Et pour le coup, ce sont très souvent des peintres. Les peintres sont très présents comme experts. Et on peut ajouter que dans cet espace, le succès de cet espace vient aussi du fait que c'est un nouvel espace publicitaire. Tu vas parler d'espace médiatique, on peut dire voilà, médiatique ou publicitaire, dans un sens peu importe. On fait une publicité, d'ailleurs c'est obligatoire, c'est une obligation légale de faire une publicité des ventes, et elle se transforme en publicité au sens ordinaire du terme. Donc toute une publicité dans la presse, par les affiches, par les catalogues qui vont être très très importants, et donc qui construit aussi un écho extrêmement important, à la fois pour ceux qui vendent et pour ceux qui achètent. Donc c'est un nouveau spectacle et un nouvel écho très fort. Et puis vous avez tout un tas, vous le savez, de chroniques dans la presse qui vont se multiplier, qui racontent les ventes aux enchères, les événements, les déboires, etc. On peut ajouter, pardon d'être un peu long, aussi que les expositions vont jouer un rôle important. Drouot invente un système d'exposition, alors qui est aussi une obligation légale, mais qui transforme ça en espèce de pseudo-musée. Vous avez des expositions des objets avant la vente, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. On va payer des tapissiers pour faire la mise en scène, hein, de ces objets à vendre. Et puis vous le savez aussi, on vend à domicile, et donc on va pouvoir aller visiter notamment les ateliers d'artistes pendant quelques jours, 3-4 jours en général, avant la vente. Et ces expositions préalables ont un succès absolument énorme au cours du 19e siècle. Et dernier élément qui me paraît important, et dans un sens on a commencé à en parler, c'est que Drouot va être aussi un lieu de l'archive et de l'écrit. Alors ça, vous allez dire que ça nous intéresse dans notre petit monde parce que ça fait plein de papiers, c'est très bien. Mais c'est un peu plus que ça. Si Christie's, Sotheby's, les commissaires-priseurs de Drouot ont gardé toutes leurs archives depuis pas mal d'années, c'est parce qu'en fait, c'est très important pour authentifier les objets et pour fabriquer les cotes. Donc en gros, les archives, c'est pas juste pour eux, juste de la mémoire, c'est vraiment un outil de fabrication de la valeur. Et les textes qui accompagnent toutes ces œuvres, et notamment les catalogues de vente aux enchères, font partie de tous ces écrits qui vont consacrer les œuvres, et ça me paraît extrêmement important. Et donc vous le comprenez, Drouot devient véritablement une institution, une nouvelle institution de goût, en gros dans les années 1850-1860, ça devient vraiment un lieu absolument central. Deuxième élément sur lequel je voulais m'arrêter, c'est la nature des objets qui sont vendus. Je vais être rapide. Première chose, vous le savez, dans les ventes aux enchères, on n'a pas le droit de vendre d'objets en neuf, c'est interdit, à l'exception des œuvres d'art. Donc ça crée une sorte de particularité. Et quantité d'artistes au XIXe siècle vont utiliser cette possibilité pour se fabriquer une cote. Alors ça, on le voit très bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quantité d'artistes n'hésitent pas à vendre complètement à perte ou à truquer en quelque sorte des enchères, c'est-à-dire en faisant racheter par des amis les œuvres qui sont vendues, simplement pour exister dans cet espace médiatique et pour commencer à se fabriquer une cote petit à petit. Et puis l'autre type d'objet qu'on va vendre, c'est les objets anciens, et j'y reviens pas, mais c'est évidemment le lieu de tout l'historicisme, on va dire, et puis de tout le goût des antiquités, y compris des tableaux qu'on va vendre à Drouot. Il faudrait ajouter à ça deux choses qui rejoignent là peut-être la question des images et qui font qu'on quitte un peu le monde des arts, en tout cas qu'on est à la frontière entre les deux. C'est le développement du marché des copies et qui passe très largement par Drouot. On vend énormément de copies au XIXe siècle. J'ai mis du temps moi, à comprendre pourquoi je pouvais trouver des Raphaël qui valaient quasiment rien dans tous les intérieurs bourgeois. Voilà. Donc vous avez tout un marché de la copie et puis tout un marché qu'on appelle de la peinture à la grosse. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est une production faite par des rapins, des étudiants aux Beaux-Arts, qui vont produire de la nature morte, du paysage, vraiment à la chaîne. Vous avez des ateliers à Paris qui se développent et qu'on va aller vendre à Drouot. C'est pour meubler, en gros, les salles à manger, petites bourgeoises, les salons, etc. Et puis, vous avez une nouvelle figure qui apparaît, et j'en aurai fini sur la nature de ces objets, les salisseurs de tableaux, qui vont être assez importants quand même. En gros, tous ceux qui vont patiner ces œuvres d'art, tous ceux qui vont leur inventer des biographies, des généalogies, enfin toute une fabrique, on pourrait dire du faux, mais comme c'est du faux consenti, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas qui vont construire des récits un peu plus profonds autour de ces objets récemment produits. Et dernier point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est toutes ces... c'est
le fait que Draw, petit à petit, va multiplier les ventes d'artistes. Ça me paraît un élément assez important, c'est qu'on va se mettre à vendre des tableaux, mais on va surtout vendre des vies d'artistes, des intérieurs d'artistes. Et si on regarde dans la seconde partie du 19e siècle, je vais directement là, on a énormément de ventes d'objets d'artistes, d'objets d'atelier, ce qu'on appelle des objets d'atelier. Donc on peut vendre parfois les tableaux et les objets d'atelier qui vont avec, puisque vous savez que les ateliers se saturent de bibelots exotiques, d'objets anciens qui vont servir de motifs. Donc dans ces ventes, on peut vendre les tableaux et les objets qui vont avec, mais on peut aussi parfois, je vous ai mis un exemple là, vendre uniquement les objets d'atelier. Et ce sont des ventes qui ont des succès considérables. C'est aussi que, vous le savez, l'artiste devient une figure du goût dans le Paris du 19e siècle. Je vous ai mis ici un manuel d'aménagement. On vous propose des coins d'atelier comme modèle pour aménager vos petits intérieurs, nos petits intérieurs de façon originale. Donc, un phénomène extrêmement important et évidemment qui va conduire, et je termine sur ça, des alliances extrêmement fortes entre marchands d'antiquités, marchands d'objets exotiques et peintres. Je vous donne juste 2 exemples pour aller vite. Ici, alors les images sont assez sombres, mais Eugène Boban, qui est un marchand de curiosités, et Jean-Paul Laurence, qui est un peintre. Boban prête à Laurence des objets pour faire son tableau sur les derniers jours de Maximilien, les derniers moments, pardon, de Maximilien. Et ensuite, il va exposer le tableau dans sa vitrine avec les objets autour. Et vous voyez, il y a un effet de co-construction, en gros, de la valeur, qui font que les deux vont se nourrir mutuellement. Et puis, un autre cas que vous connaissez peut-être, c'est Jérôme, alors qui a travaillé pour Goupil, donc qui a travaillé pour le marché de l'Estampes, mais qui va aussi travailler pour les tapis du Bon Marché. Avec cette idée, vous voyez, quand vous allez au Bon Marché, vous allez pouvoir acheter les tapis que vous avez vus dans les tableaux de Jérôme. D'accord ? Et quand même, il faudrait peut-être repenser une partie de la peinture du XIXe siècle sous cet angle-là. C'est peut-être une sorte d'équivalent des catalogues de vente par correspondance, dans une version évidemment haut de gamme. Et puis, pour terminer vraiment, on ne s'étonnera pas de trouver quantité de peintres, de sculpteurs qui deviennent des marchands. Autour de 1890, on a énormément de conversions, en quelque sorte, qui vont vendre à Drouot et qui vont vendre en boutique. Avec cette idée, vous le voyez ici, on met la figure, vous voyez, on met le marchand posant au milieu de ces objets. C'est vraiment la figure de l'artiste trônant au milieu de ces objets. On paye le goût artiste. Et peut-être on en reparlera, mais on achète là des objets, des œuvres d'art, mais aussi on achète de la vie d'artiste. Et ça me paraît une chose importante. Merci. Merci beaucoup Manuel Charpy pour cette présentation. C'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir comment... Alors, le saut pourrait paraître très grand de la période médiévale au XIXe siècle, mais d'abord on voit bien comment on passe en fait d'un marché de la commande interindividuelle, c'est-à-dire très nommé, on a un commanditaire et puis on a un artiste qui est nommé et qui peint de sa main, à un marché ici qui est un marché secondaire, donc un marché secondaire de la revente. Et qui est en même temps un marché toujours... voilà, on a l'impression que ce marché de l'art et des objets et des images, c'est une forme économique qui est toujours extrêmement innovante. C'est-à-dire qu'on voit là à quel point le marché de l'art, en ses institutions, comme les enchères, par exemple, mais aussi comme certains lieux qui sont mis... Voilà, sur le devant de l'économie avec l'atelier d'artistes, on a vraiment l'impression d'un marché de l'art qui est à la pointe des innovations économiques et du capitalisme commercial qui s'affirme en ces années. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point très important, et notamment cette idée qui était évoquée à la fin du tableau comme d'un espace finalement de valorisation, de fabrique de la valeur commerciale pour des objets qui seraient par exemple des tapis. Et donc là, on voit bien comment les liens entre... le monde des artistes et le monde de l'économie sont déjà extrêmement intriqués. Des historiens pourraient dire embedded, pris l'un dans l'autre, intriqués. Et donc voilà, on est déjà dans cette histoire-là. Alors merci beaucoup. On va continuer un petit peu ce parcours à travers les âges. Et on va arriver jusqu'à une période un peu plus récente avec donc Sophie Cras, qui va nous parler...
sans doute du monde de l'économie et du monde de la finance depuis les images. C'est-à-dire que là, on n'a plus cette approche un petit peu externaliste, institutionnelle que j'évoquais dans l'introduction, aborder l'art et les images par les institutions et les transactions qui en procèdent, mais vraiment voir comment les artistes vont représenter dans leur production ces mondes de la finance. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, les études sur le marché de l'art contemporain se sont énormément développées ces dernières années et évidemment la médiatisation dont ce marché de l'art contemporain fait l'objet n'y est pas pour rien. Ces études prennent tantôt un angle historique, tantôt sociologique, économique, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Elles ont permis, donc, ces derniers temps, d'enrichir énormément notre connaissance des acteurs et des mécanismes mobilisés dans les processus de construction de la valeur de l'art contemporain. Toutefois, du point de vue de l'historienne de l'art que je suis, ces études présentaient finalement en général deux problèmes auxquels j'ai voulu me confronter, donc dans ce livre que Charlotte a très gentiment cité dans son introduction. Premier problème, premièrement, ces études sur le marché et l'économie de l'art ont tendance à nous éloigner en réalité des œuvres elles-mêmes, qui demeurent de véritables boîtes noires que l'on n'ouvre pas, qui apparaissent dans les démonstrations simplement au gré du propos comme des illustrations. Deuxièmement, elles ont tendance à refermer sur lui-même le microcosme du monde de l'art et de son marché, le déconnectant complètement des enjeux plus larges qui sont posés à chaque moment historique par les questions d'échange, de marché, de valeur. Or, si on s'arrête un petit moment sur l'image choisie pour illustrer la table ronde d'aujourd'hui, une image d'ailleurs choisie pour des raisons économiques finalement, puisqu'elle est libre de droit, il devient évident que l'art n'est pas le simple objet passif de contraintes économiques qui s'exerceraient sur lui. L'art peut avoir quelque chose à nous dire sur l'économie, il peut même s'avérer le générateur actif d'une véritable pensée économique. Une pensée économique qui dépasse les frontières étroites de l'économie de l'art pour embrasser des enjeux plus larges. Donc William Hartnett, dont vous voyez ici l'œuvre à l'écran, est l'un des représentants d'un courant original de la peinture américaine du XIXe siècle qui fit de la représentation en trompe-l'œil du papier-monnaie un sujet privilégié. Donc, le billet de $, que vous voyez ici, est représenté grandeur nature, avec une grande dextérité, et il semble jaillir hors de la peinture, en appeler à la convoitise du spectateur qui doit réprimer son désir de toucher la toile qui trompe son regard. Et pourtant, ce billet dépeint par Hartnett n'a pas fière allure, avec son aspect vieilli et usé, mais aussi sa faible dénomination, c'est un billet de $5. En réalité, dans les années 1870, ce billet était tristement célèbre. C'est un greenback, donc ces billets qui sont émis par le Trésor américain en réponse à la crise fiscale de la guerre civile, une monnaie fiduciaire qui ne pouvait pas être convertie en métal précieux. De ce fait, il suscitait une grande méfiance et alimentait l'inflation. Il existait donc un très grand fossé économique et social entre les pourfendeurs de ces greenbacks, principalement donc les possédants et les rentiers, et ses partisans, les endettés. Nul doute que William Hartnett, lui-même peintre désargenté, comptait plutôt parmi ces derniers. Mais en peignant avec un soin presque dérisoire cette monnaie dévalorisée, il offrait en quelque sorte des memento mori à ces riches acheteurs qui pouvaient y voir la condamnation morale d'une monnaie finalement instable et peu sûre. Donc, en plein débat monétaire sur le bimétallisme et la contrefaçon, des débats qui sont vraiment au cœur de l'actualité de l'époque aux États-Unis, le peintre s'inscrit discrètement dans cette controverse économique.
Il s'y inscrit non seulement par l'iconographie de ses œuvres, par ce qu'elles représentent, mais aussi par leur technique, leur facture, ce choix même de trompe-l'œil qui finalement aligne et met sur le même plan le papier-monnaie et la toile peinte, au rang toutes deux de simples représentations potentiellement frauduleuses. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que William Hartnett a eu de sérieux démêlés avec les services secrets américains qui étaient en charge de la lutte contre le faux-monnayage, ce qui démontre finalement l'assimilation littérale à ce moment-là entre représentation artistique et représentation monétaire. Donc ce que j'ai cherché à montrer dans ce livre, c'est que l'économie n'est pas un système extérieur à l'œuvre et qui la prendrait en charge. C'est plutôt un matériau social dont la pratique artistique peut se saisir et qui peut contribuer à la production de formes. L'artiste peut se révéler un observateur subtil de l'actualité économique qui lui est contemporaine, mais aussi un penseur capable de formuler dans les œuvres une pensée réflexive, non seulement sur le statut marchand de l'œuvre d'art elle-même, mais aussi plus généralement sur les dimensions économiques des valeurs et de l'échange. Dans les années 1960, sur lesquelles j'ai principalement travaillé, nombreuses sont les expériences qui le prouvent. Tandis que Yves Klein, ici à gauche, cède ses œuvres qu'il appelle immatérielles contre quelques milligrammes d'or fin, l'artiste situationniste Giuseppe Galizio, à droite, vend sa peinture abstraite au mètre. L'Américain Edward Kinhose, lui, échange ses gouaches contre leur valeur faciale, donc le prix en dollars ou bien l'objet de troc dont elle porte l'inscription. Donc ici, par exemple, à gauche, 10 tournevis. D'autres artistes, à la même période, vendent leurs œuvres au poids, comme ici Robert Morris, ou encore en fonction du revenu des collectionneurs, comme c'est le cas pour Carl André, ici à droite. Alors bien sûr, les œuvres de Marcel Duchamp ne sont pas loin, notamment ce célèbre chèque Tsank de 1919, un chèque de $115 soigneusement dessiné à la main, que Duchamp réalise à l'ordre de son dentiste, Daniel Tsank, en rémunération des soins dentaires réalisés. En transformant un dessin en un mode de paiement direct, l'artiste, évidemment, met en question et même en scène la valeur artistique et économique de la signature de l'artiste et la nature monétaire de l'art en général. En ce faisant, il n'est bien évidemment pas le premier, et le dernier livre de Charlotte Guichard, donc La griffe du peintre, montre bien à quel point cette réflexivité autour de la valeur de la signature est en réalité extrêmement ancienne. Mais comme l'exemple du billet en trompe-l'œil de Hartnett le montrait donc, au début de cette intervention, on n'aurait beaucoup à perdre à réduire ces œuvres à des commentaires autocentrés sur le fonctionnement du marché de l'art lui-même, je dirais en interne. Elles gagnent réellement à être comprises comme des laboratoires, pour reprendre à nouveau un terme déjà utilisé autour de cette table, des laboratoires qui vont finalement mettre à l'épreuve à petite échelle des questions beaucoup plus vastes qui se posent plus généralement dans la société et dans l'économie de leur temps. Donc je prendrai un dernier exemple pour appuyer sur ce point qui, j'espère, fera un petit peu écho à celui par lequel j'ai commencé. Donc cet exemple, c'est celui des très célèbres dollar bill paintings, donc les peintures de billets de dollars réalisées par Andy Warhol en 1962. Donc ces peintures ont été interprétées le plus souvent, quasiment sans exception, en lien avec le succès mercantile du pop art et avec l'amour proclamé de Warhol pour l'argent. Et de fait, ce tableau a été acheté pour la première fois en 1962. La légende veut qu'il a été acheté à sa valeur faciale, soit $200. Quand il arrive en vente publique chez Sotheby's en 1985, il est vendu pour le prix de $385 000 et il a atteint 43 millions lorsqu'il est repassé en vente publique dans la même maison en 2009. Et pourtant, si on y regarde de près,
ce tableau nous en dit peut-être davantage sur les débats politiques et monétaires américains des années 60 que sur le marché de l'art contemporain en tant que tel. Le billet qu'a choisi de représenter Warhol est soigneusement choisi, finalement. Il s'agit d'un billet d'$1 de la série 1935G, mis en circulation à partir de 1957. Ce billet, c'est le premier à porter la devise « In God We Trust ». Malheureusement, à porter la devise « In God We Trust » que vous voyez ici bien mise en évidence par Warhol sur son propre billet. Mais c'est aussi le premier à être réalisé grâce aux nouvelles presses rotatives mises en place par le Bureau of Engraving, donc chargé de l'impression des billets pour le Trésor américain, des presses donc beaucoup plus rapides et beaucoup plus performantes. Or, ce détail technique n'a pas pu échapper à Andy Warhol, qui lui-même était fasciné par l'idée de pouvoir décupler sa vitesse de production d'œuvres d'art grâce au procédé d'impression sérigraphique qu'il avait choisi pour ses propres peintures de billets. Et donc décupler sa vitesse exactement comme les nouvelles presses rotatives décuplaient la production de billets de banque. De fait, il ne fait vraiment pas de doute que Warhol a cherché dans l'agencement comme ça de ces billets à finalement faire écho aux planches à billets tout juste sorties des presses avant qu'elles soient découpées en billets individuels. Mais produire des billets toujours plus vite et toujours plus nombreux, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est aussi une question de politique monétaire. Comme les observateurs de l'époque n'ont pas manqué de le remarquer, plus on fait tourner la planche à billets, évidemment, plus la monnaie risque de se dévaluer sous l'effet de l'inflation. Or, un détail que l'on peut remarquer dans le travail de Warhol permet de laisser croire qu'il en était parfaitement conscient. Le billet qu'il représente, c'est un silver certificate, c'est-à-dire un certificat sur l'argent. C'est un billet qui est l'héritier du bimétallisme du 19e siècle, un billet qui littéralement était échangeable contre des pièces d'argent, contre son équivalent en pièces d'argent au Trésor. Or, au début des années 1960, les réserves de métal précieux américaines s'épuisent et le Trésor américain est bien en peine de rembourser ces billets, qui sont d'ailleurs supprimés en fait, quelques années plus tard. Un détail omis par l'artiste sur son billet semble en ce sens significatif. Comme vous le voyez ici, sur les véritables billets, une petite phrase qui s'insère au-dessus de « The United States of America ». Cette petite phrase, c'est « This certifies that there is on deposit in the treasury of ». Donc, autrement dit, le présent billet certifie qu'il existe $1 en argent en dépôt au Trésor des États-Unis d'Amérique. Cette formule, vous le voyez, a disparu dans le billet de Warhol. Il semble ainsi, ironiquement, pointer du doigt l'absence, en réalité, de cette réserve d'argent et l'impossibilité réelle du Trésor à rembourser ses citoyens de la dette que représentent ces billets qu'il a mis en circulation. En jetant le doute sur la valeur réelle du papier-monnaie, Warhol interrogeait évidemment en retour la valeur de ses propres œuvres, elles aussi produites de manière inflationniste. Donc si je mets l'accent sur ce détail du tableau, ce n'est pas pour suggérer que ce détail porterait une sorte de clé, d'une sorte d'énigme que le tableau nous inviterait à résoudre, hein, c'est pas ça. C'est plutôt pour proposer que c'est dans un rapport de proximité très fort avec les œuvres et dans un regard attentif qu'on peut leur porter, qu'on pourra éclairer d'une nouvelle lumière ces rapports entre art et économie. Les œuvres d'art agissent dans l'espace économique. Elles y agissent par leur iconographie, par leur facture, leur processus créatif, tous leurs éléments matériels, tout ce qui constitue en somme leur économie plastique interne, mais aussi par la manière dont elles s'inscrivent dans l'économie de l'art de leur temps. Merci beaucoup Sophie Cras, parce que ça clôt vraiment, je pense, de manière
magnifique en fait ce parcours, parce que ce que ça nous montre très bien, alors évidemment là c'est l'économie la plus contemporaine et l'art le plus contemporain, c'est que l'art a quelque chose à dire de l'économie, c'est ce que vous avez dit, et pas seulement de l'économie de l'art. Et ça, je pense que c'est vraiment important, parce que c'est extrêmement lumineux dans ce que vous avez montré, que l'économie n'est pas un matériau extérieur à l'œuvre, mais qu'on a cette pensée réflexive qui travaille les œuvres. Et ça, c'est ce qu'on voit donc chez William Arnett, et c'est ce qu'on voit peut-être aussi justement chez Banksy, qui ouvrait cette table ronde. Banksy ne nous fait pas seulement réfléchir sur le marché de l'art, il nous fait réfléchir sur l'économie de marché, et sur l'économie capitaliste, et sur l'économie médiatique, l'économie des images. Alors là, pour le coup, plus des images seulement d'art, mais des images qui circulent dans nos sociétés actuelles. Et j'aimais beaucoup, alors à titre personnel, cette idée-là qui était évoquée, mais peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, de la valeur faciale d'un tableau. Donc un tableau aurait, comme le papier-monnaie, une valeur faciale. Et j'ai trouvé aussi fascinant cette discussion de William Arnett, donc, qui illustrait en plus cette table ronde, parce qu'on voit très bien, et ensuite Andy Warhol, donc il y a cette attention très forte à la fois à la représentation du dollar, mais aussi au dispositif technique qui préside à la fabrication du papier-monnaie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique à Andy Warhol. Et là, c'est mon point de vue de 18e. Mais pour avoir travaillé sur un tableau qui est beaucoup plus connu pour son aspect politique, La mort de Marat, de Jacques-Louis David, donc l'an 2 de la République, au centre du tableau, cette lettre cachée dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? Un assignat. Donc voilà, le premier papier-monnaie, un assignat de 5 sols, et David, donc, il représente l'assignat. Et ce qui est fabuleux, c'est que comme Warhol ou comme Arnett, il est aussi un spécialiste en fausse monnaie, puisqu'il est expert en fausse monnaie pendant la Révolution. Il fait partie des jurys d'experts qui sont là pour expertiser tous ces faux assignats qui circulent par millions dans la société française et qui menacent le futur de la Révolution. Donc c'est vraiment, je trouve ça, de mon point de vue, évidemment extrêmement convaincant, parce qu'on voit que ce rapport de l'art à l'économie et à la finance, il n'est pas du tout anecdotique, il n'est pas accessoire, il est central en réalité. Et il a peut-être été moins interrogé, parce qu'évidemment, et c'est un petit peu ce que... alors ce sera une question que peut-être je poserai aux uns et aux autres. On a été extrêmement marqué par cette pensée néo-romantique d'un art pour l'art qui continue en fait à déterminer les approches qui président à l'interrogation historique entre d'un côté le monde de l'économie et les mondes de l'art. Et donc là, ce qui était très intéressant, je trouve, dans ces 3 présentations, c'est qu'on voit qu'en fait, les mondes de l'art sont à l'avant-garde des mondes économiques, et qu'ils vont non pas seulement subir le marché, mais ils vont le façonner. Et alors du coup, j'aurais une question peut-être générale à chacun d'entre vous, parce que c'est un mot qui est apparu évidemment un petit peu à chaque fois, c'est le mot cette idée de la fabrique de la valeur. Donc comment est-ce qu'on pourrait, comment chacun de votre point de vue, vous pourriez interroger cette manière innovante de poser la question de la valeur à partir de la production de l'art et des images. Voilà, donc ça pourrait peut-être ouvrir un petit peu la discussion entre nous d'abord, et puis ensuite peut-être que vous aurez aussi des questions les uns pour les autres, puis peut-être que nous aurons ensuite du temps pour un échange avec la salle. Peut-être Étienne, si Alors, tu voulais commencer. Effectivement, les images, objets du Moyen-Âge, et celles en particulier qui sont des peintures, n'ont pas tout à fait le même type de rapport réflexif à la valeur, mais on peut dire, comme tu viens de le dire, qu'elles en ont un aussi. Et pourquoi ? D'abord parce qu'on parlait de valeur faciale du tableau. Il faut se rappeler que dans la perspective des grands retables médiévaux, pour les, disons, 13e, 14e et encore 15e siècle, au moins 50% du prix, et parfois jusqu'à 80% du prix de l'objet, c'est le matériau. C'est-à-dire qu'il y a une valeur faciale au sens objectif, ce qu'on met dans l'objet lui-même, et je ne parle pas du travail, là je parle vraiment du matériau, c'est-à-dire que l'ébénisterie, le bois, et puis surtout les pigments, et 2 pigments en particulier qui constituent la valeur pour la peinture de cette époque, qui sont d'une part l'or, la poudre d'or, et d'autre part le bleu azur
qui est dans la hiérarchie des bleus, le bleu dit aussi d'outre-mer, c'est-à-dire en fait de la poudre de lapis-lazuli, qui coûte le même prix que l'or, et qui sont les deux matériaux, si vous voulez, qui vont faire que de toute façon, l'objet que vous avez sous les yeux est un objet, je dirais, de valeur, est un objet précieux, et que la peinture a à voir aussi avec l'orfèvrerie et avec toute une série disons, de modes de faire qui sont ceux des objets précieux. Et à l'intérieur de ça, le travail du peintre au sens du talent va finalement être valorisé très lentement. C'est-à-dire que c'est peu à peu que la question va se transformer. Et elle commence à se transformer en grande partie au milieu du XVe siècle. Et je finis de répondre à la question parce que là, il y a quelque chose qui est sensible et qui est enregistré par les gens. Je prends deux exemples. D'une part, le grand théoricien de la peinture, Alberti, qui, dans son traité des Pictura, qui est un traité de 1435, a un passage très célèbre sur la question de l'or. Et Alberti écrit, il formule pour la première fois l'idée qu'en réalité, le peintre le plus habile n'est pas celui qui sait bien utiliser l'or pour cette peinture à fond d'or qui a fait par exemple le Prestige de Sienne. Le peintre le plus habile, c'est celui qui va savoir utiliser le pigment de couleur pour donner l'impression de l'or. Or, si vous voulez, cette transposition, elle est très importante parce que c'est une réflexion sur le talent, sur le faire de l'artiste, mais c'est aussi une réflexion sur ce qui fait la valeur de l'objet. C'est-à-dire que la valeur de l'objet n'est plus l'or qui est posé dessus, ça devient le talent et le savoir-faire. Et exactement dans les mêmes années, Antonin de Florence, et vous voyez qu'on reste quand même dans les mêmes mondes, hein. Antonin de Florence, c'est l'archevêque, le grand archevêque de Florence du milieu du XVe siècle, qui est un des grands théoriciens économiques en fait, du XVe siècle, parce qu'il se trouve que les fondements de la théorie économique ont été largement posés par la pensée chrétienne pour la question de l'usure, pour la question de la valeur, pour la question du don. Et Antonin de Florence écrit dans un de ses traités que les peintres de son temps, d'une manière que lui trouve incompréhensible, alors même qu'il est à la pointe de la réflexion économique, les peintres de son temps demandent à être rétribués non seulement en raison de leur temps de travail, mais en raison de quelque chose de particulier qu'ils appellent le talent, et qui pourrait ne pas être mesurable par une unité de temps. Et vous voyez cette double idée que à la fois l'imitation de l'or est plus importante que la matière en or elle-même, et que d'autre part, le talent du peintre est quelque chose qui ne se mesure pas, ou du moins qui ne se mesure pas au temps de travail, ça fait basculer dans un régime de la valeur, et donc dans un régime de la réflexivité sur la valeur qui est lui-même différent, de sorte que dès le XVIe siècle, on va avoir des représentations, par exemple, d'objets de valeur et de papier-monnaie sous différentes formes, avec par exemple des épisodes bibliques sur les changeurs, les monnayeurs, sur Saint Matthieu, qui vont être mis en scène et qui vont nous emmener vers une histoire qu'on voit finalement cheminer jusqu'aux exemples que Sophie Cras a donnés tout à l'heure. Merci beaucoup. Manuel, vous voulez... Juste un mot pour poursuivre le processus que tu évoques. Ce qui est frappant au XIXe siècle, c'est qu'une grande part du commerce aux enchères, ce sont des tableaux anciens dont la valeur est absolument indéterminée. C'est assez frappant. Enfin, il y a vraiment des tableaux qui ne valent rien. Et vous savez, il y a tout un tas de peintres qu'on va identifier et construire et fabriquer comme des grands peintres. Et voilà. Et en même temps, ça se passe dans un espace qui est présenté au XIXe siècle comme le capitalisme parfait, les ventes aux enchères. Il y a tout un tas de théoriciens de l'économie qui vont écrire sur les ventes aux enchères en disant voilà, c'est le lieu parfait où l'offre et la demande coïncident parfaitement. Ce qui est évidemment pas vraiment le cas quand on rentre dans les soutes de la machine, mais voilà, il y a cette idée, le lieu parfait de l'économie capitaliste, c'est le lieu où l'objet n'a pas de valeur qu'on peut fixer à l'avance. Donc, une tension, on va dire, assez intéressante. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à mon tour sur cette question, peut-être je commencerai par dire que pour le champ de l'art contemporain, en tout cas, il y a moins un présupposé de pureté de l'art par rapport au monde économique que tu évoquais au début, que je dirais presque l'inverse, c'est-à-dire un soupçon de complicité de l'art contemporain avec non seulement le marché de l'art, mais globalement tous les mécanismes du capitalisme mondialisé. Et ça, c'est important parce que ça... Évidemment, ça rend compliqué la possibilité même que ces œuvres d'art puissent introduire des éléments critiques sur la question de la valeur. Alors, pour essayer de le démêler un petit peu, peut-être
je vais amener parmi nous Luc Boltanski, qui ne pouvait pas être là finalement cet après-midi, mais simplement pour dire que dans ces derniers travaux là, avec Arnaud Esquerré, il proposait que finalement la valeur était mieux comprise comme ce qui nous permet de critiquer le prix. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on est confronté à un prix, à une situation donnée de marché, eh bien, on se réfère à des métaprix, ce qu'il appelle des métaprix, c'est-à-dire des prix alternatifs, d'autres manières de concevoir la valeur de cet objet qu'on a devant nous. Et à partir de ces métaprix que l'on imagine, que l'on pense, eh bien, on va pouvoir soit justifier la valeur de cet objet, soit la critiquer. Donc c'est comme ça qu'on pourra dire que cet objet se vend à sa vraie valeur, ou au contraire que cet objet n'est... que le prix atteint sur le marché n'est pas la vraie valeur de cet objet. Donc, pour suivre un tout petit peu ce raisonnement, il me semble que s'il y a une possibilité critique induite par ces artistes, y compris par ces artistes qui ne sont pas nécessairement des artistes militants, anticapitalistes, c'est dans leur capacité à nous fournir en fait un foisonnement de métaprix. Si je prends un petit peu ces exemples que j'affichais tout à l'heure, en fait, plein d'idées de ce que pourraient être les prix d'une œuvre d'art, d'autres processus de construction de la valeur, qui vont venir évidemment se confronter au prix réel affiché, que ce soit dans la galerie ou ensuite en maison de vente. Et c'est finalement peut-être en ouvrant le champ des possibles des métaprix qu'on ouvre aussi les possibilités de critique du marché et de l'économie, puisque les prix n'apparaissent plus inéluctables, mais comme véritablement ce qu'ils sont, c'est-à-dire des constructions. Mais alors du coup, qu'est-ce que seraient ces métaprix, concrètement, dans les œuvres là qui sont exposées, selon vous ? Alors très très concrètement, il faut imaginer par exemple dans cette exposition d'Edouard Kienholz que des personnes sont venues dans la galerie d'art avec 10 tournevis, avec un certain nombre d'objets qui étaient demandés par les toiles, et que donc ce processus d'échange se faisait sous forme d'une sorte de rituel en fait de troc, des prix qui viennent, enfin des prix qui deviennent par la suite des métaprix, puisque ces toiles ont été pour certaines vendues en vente aux enchères, donc avec des prix, je dirais, plus traditionnels, affichés en dollars ou en livres sterling, et qui permettent, en fait, inscrits sur la toile, de se rappeler de ce premier état de l'échange qui avait été choisi pour ce tableau. D'accord. Non, alors ce que je trouve intéressant, justement, c'est, on vient de dire à l'instant, la valeur est une construction. Et ça, en effet, c'est tout l'enjeu du travail de Luc Boltanski et Arnaud Esqueré, c'est-à-dire, et là je les cite, la valeur est de l'ordre de l'avènement plutôt que du fait. C'est-à-dire que les choses n'ont pas de valeur en elles-mêmes. La valeur qu'on leur donne, elle est le produit d'une relation sociale, en fait. C'est le fruit d'un désir, d'une désirabilité. Et donc là, d'ailleurs, on retombe sur les théoriciens de l'économie de marché, des gens comme Werner Sombart, qui pensent que l'économie capitaliste et le premier capitalisme, il naît du luxe et du désir de luxe. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc, est-ce que ce ne serait pas que justement, c'est parce que, en fait, si l'art pose la question de la valeur de manière essentielle et pas accessoire ou anecdotique, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il est lui-même toujours le fruit d'une évaluation en acte, en réalité? Et est-ce que dès le Moyen-Âge, peut-être? Alors je pense qu'en fait, à la fin du Moyen-Âge, il y a une superposition entre deux appréhensions de la valeur. C'est-à-dire effectivement une appréhension de la valeur qui nous emmène du côté de l'expertise, de l'évaluation. Tous ces tableaux dont j'ai parlé, tous ces tableaux de commande sont en fait, reçoivent un prix avant qu'il soit réalisé, mais ensuite il y a un processus de vérification avec des experts. Et donc le prix peut encore être l'objet d'une négociation. Et donc la valeur est toujours discutée entre les professionnels, au fond, du monde corporatif des grandes villes italiennes. Et puis il y a un autre plan de la valeur qui m'intéresse dans la longue durée, je dirais, du Moyen-Âge, et qui est à rapprocher de l'idée de Boltanski-Esqueré du métaprix, c'est-à-dire le moment où la valeur de l'objet s'accroche à autre chose que sa formulation en monnaie ou en numéraire.
c'est-à-dire que renvoie à autre chose. Et ça, dans les images de la fin du Moyen-Âge, c'est en particulier le cas du point de vue de l'anthropologie chrétienne. C'est-à-dire du point de vue du fait que ces images, elles ont des sujets, que ces sujets, c'est le plus souvent le Christ, la Vierge, des saints, qu'ils vont être réalisés d'une manière particulièrement satisfaisante ou pas, que parfois même ces sujets vont être actifs, c'est-à-dire qu'on a des images qui ensuite produisent des formes de dévotion particulières, parfois même produisent des miracles, et que le plan de la valeur de l'image est aussi, pour une part, dans la société de la fin du Moyen-Âge, le plan de l'image réalisée de quelque chose qui est immatériel et qui est le rapport à la sacralité chrétienne. Or, si j'évoque ce second plan, c'est parce qu'en réalité, l'un et l'autre ne sont pas sans rapport. C'est-à-dire que la manière dont on va donner une valeur à un objet au sens économique et la manière dont cet objet va avoir une valeur au sens anthropologique, disons, s'articule et s'articule plus ou moins bien selon le moment. Parce qu'en fait, cette articulation, elle se fait toujours entre la nomination d'un prix et puis quelque chose qui est à l'extrémité, je dirais, du métaprix, c'est-à-dire le moment où la chose a une valeur telle qu'elle est sans prix. Quand on dit ça n'a pas de prix, une image miraculeuse, par exemple, ça peut ne pas avoir de prix et avoir une valeur extrême en même temps. Et donc, cette question est intéressante parce que je pense qu'une partie, là aussi, du marché de l'image, et on aurait pu parler d'images beaucoup plus banales, hein, qui sont les premières images reproduites en série à partir du XVIe siècle et qui sont les images de dévotion. En fait, une partie du marché de l'image se produit aussi sur une autre infrastructure que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui était celle du travail, et qui est celle d'une société du sacré dans l'anthropologie chrétienne. Et alors, pardon. Non, ça se rejoue clairement au XIXe siècle, puisqu'on a à la fois la construction de ces valeurs qu'on essaye d'appuyer sur les musées, sur l'histoire de l'art, etc., etc. Et en même temps, on place toute une série d'images, de portraits, etc., extra bona, comme on dit, c'est-à-dire qu'on retire du marché, c'est toutes les images de famille, ce qu'on appelle les souvenirs de famille. Le siècle notarié, on va dire, décide que tous ces objets-là, toutes ces images-là, tout ce qui fait souvenir de famille ne peut pas être transformé en valeur, on ne peut même pas le priser et l'évaluer. Donc voilà, quand on fait des ventes aux enchères, je sais pas, après décès, ou etc., on n'a pas le droit de le vendre. Donc il y a aussi cette idée qu'il y a des types d'objets, alors c'est plutôt du côté du sentiment familial, qui ne doivent pas avoir de prix, qui ne peuvent pas rentrer dans le monde du marché. Et puis l'autre réflexion rapide, c'était par rapport à ce que tu disais, Charlotte, c'est aussi dans les années 1860 qu'on se dit que pour faire de la publicité de qualité et efficace, notamment pour les produits de luxe, pour dire les choses vite, il faut embaucher des artistes. C'est-à-dire que voilà, la figure de l'artiste au service de la publicité devient contractualisée très clairement à partir des années 1860 pour les affiches, mais pour tout un tas d'autres formes. Donc il y a aussi cette idée, ce lien se situe aussi de ce côté-là. La nécessité de l'artiste comme adjuvant, on va dire, de cette mise en scène, notamment de la marchandise, quoi. Oui, et ça, c'est vrai que ça a aussi une histoire longue. C'est-à-dire que, si pour employer ce qui pourrait apparaître comme un néologisme, hein, pour la période moderne et médiévale, la publicité, mais c'est vrai que ceux qu'on appelle les artistes, les hommes et les femmes de talent, ils ont utilisé l'image. Alors là, on est plutôt encore dans des images d'art au sens d'images exceptionnelles, mais pour valoriser, pour mettre en scène, mettre en valeur, diraient Boltanski et Esqueré, des objets, des gestes, des savoir-faire exceptionnels qui relèvent de l'économie du luxe. Et là, je pensais à, moi qui suis 18e, par exemple, Watteau peignant la boutique du marchand Gersaint. Hein, donc on est devant à la fois une peinture et un objet qui est une enseigne, et un commentaire sur cette enseigne, et la relation qu'il peut y avoir entre un objet publicitaire, l'enseigne, et sa peinture. Donc là, on est complètement dans une réflexivité sur la marchandise
Voilà, donc c'est vrai que ces liens, alors voilà, on a discuté un petit peu entre nous sur ces liens extrêmement forts et peut-être ambivalents en fait, en réalité toujours ambivalents et toujours qui nous portent toujours à réfléchir en fait sur ces liens entre donc l'art, les images et la marchandise. Alors peut-être il nous reste encore un petit peu de temps et puisque on pourrait peut-être, à moins que vous vouliez réagir. C'est le micro mobile pour la salle. D'accord, donc je vais donner le micro à la salle. Est-ce que, voilà, si vous vouliez poser des questions à nos intervenants sur ces relations entre l'art, le marché, voilà, pour commenter ou... Attendez, on va vous apporter un micro. Non, mais vous êtes enregistré en fait. Sachez-le. Oui, bonjour. Ne passe-t-on pas du prix de l'œuvre au prix du nom, hein, dans effectivement ce glissement que l'on a vu par l'intermédiaire d'un support ici un peu objet œuvre d'art, hein, et est-ce qu'après on ne finit pas par seulement monnayer un nom, le nom de l'artiste? Vous voulez dire le nom de l'artiste? Oui, le nom propre. Le nom propre. Oui, le nom propre. Alors, c'est-à-dire un artiste qui finirait par n'écrire que son nom sur la toile. Eh oui, mais oui, c'est un vrai sujet. Alors, mais je peux commencer à répondre, puis ensuite peut-être, oui, je pense que dans cette idée de la signature précisément, va pouvoir se loger cette valeur du nom, du nom propre, qui appartient en propre à l'artiste. Et donc ça, c'est vraiment, oui, l'idée de la signature, qui est à la fois une marque. Et là, c'est toute cette histoire qu'on essayait de mettre en branle de la marchandise et de l'économie commerciale. Et puis aussi, dans le nom, cette idée d'une trace, d'une présence, cette incorporation du talent par le nom dans l'objet d'art et par exemple le tableau. Donc oui, bien sûr que on monnaie le nom de l'artiste, mais après, le nom de l'artiste, il est aussi porteur d'autre chose. C'est-à-dire qu'il est aussi porteur d'une valeur symbolique, parfois d'une valeur politique. Je parlais de la mort de Marat, hein. Dans son nom, il y a du politique. Il y a une réflexion sur l'économie dans ce tableau-là, mais il y a aussi beaucoup une réflexion sur l'authenticité, pas seulement du papier-monnaie, mais aussi de l'authenticité en politique. Donc le nom, c'est aussi tout un espace des possibles, hein, qui s'ouvre à l'interrogation. Si quelqu'un veut répondre. Et je crois que c'est un peu aussi dans cette direction que je voulais faire signe tout à l'heure quand je parlais des dispositifs d'enrichissement de l'objet. C'est-à-dire que l'objet, c'est une image, mais c'est beaucoup d'autres choses qu'une image. Et dans cet objet fonctionne un certain nombre de signes où l'objet lui-même est entouré de signes. Donc le nom, effectivement, en est un, et une grande partie du travail de Charlotte Guichard a porté sur cette question. C'est pour ça qu'on lui a donné la parole tout de suite sur la question de la signature. Mais il y en a d'autres. Par exemple, le musée, c'est un dispositif d'enrichissement qui va valoriser aussi l'œuvre. La collection, par exemple, le fait qu'un collectionneur achète massivement tel ou tel artiste, et le nom même du collectionneur et le prestige propre au collectionneur va participer à la production de la valeur de l'œuvre. C'est-à-dire qu'au fond, l'œuvre telle que nous la représentons, c'est une forme, nous la représentons au sens commun, c'est une abstraction qu'on aurait débarrassée de toute une série de qualités qui en fait en sont inséparables. Le nom de l'artiste, l'histoire de l'œuvre, son pédigré, les lieux où elle a été exposée, etc., etc. Et donc tout ça construit la fabrique de la valeur, et selon les époques, les dispositifs d'enrichissement ou de valorisation d'une œuvre ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où telle ou telle pratique de l'œuvre va la valoriser davantage ou va moins la valoriser au contraire. Et simplement pour ajouter un petit mot, donc, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec cette idée que le nom de l'artiste concentre aujourd'hui une grande partie de la valeur économique d'une œuvre. Et je dirais que par là même, c'est aussi ici que se situe notre capacité en tant que regardeur de résister un petit peu au biais que ce prisme de l'économie de l'art introduit en fait dans notre regard. Donc moi, j'encourage toujours à essayer, par exemple,
pas porter de jugement sur un artiste en général, sur un nom d'artiste, Koons, Warhol, mais plutôt d'en revenir à chaque œuvre individuelle pour aller un petit peu à rebours peut-être de ce prisme introduit par nos mécanismes de construction de valeur. Très, très rapidement, c'est plus une question. Au moment où se redéveloppe, on va dire, la signature romantique, avec toute la gestuelle qui va avec, etc., dans les années 1800, oui, enfin, à partir du début du 19e siècle, on va dire, voilà, 1820, 1830, se mettent en place les marques, et les premières marques de produits déposées, qui vont être vraiment déposées à partir des années 40, sont quasiment tout le temps des signatures aussi. Donc il y a une chose assez marrante, voilà, c'est plus une hypothèse à creuser, mais dans les deux cas, la question du nom, de la signature comme authentification, parce que c'est bien ça dans les dépôts de marque, est peut-être à creuser. Enfin, en tout cas, ça coïncide. D'autres questions? Oui. Bonjour et merci de vos interventions. Le rapport entre valeur, mode et goût me semble tout de même quelque chose d'essentiel. J'ai travaillé quelque peu sur les intérieurs bourgeois au XIXe siècle. Les goûts et les achats ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'ils allaient être la période suivante, avec des pertes de valeur considérables par rapport à la période des achats. Et là, je sais gré au musée d'Orsay maintenant, quand il fait ses expositions, de mettre en parallèle des œuvres qui ont rencontré un immense succès par la suite et des œuvres qui faisaient la mode à l'époque où ces peintres qui ont du succès aujourd'hui ont complètement disparu. Donc je crois que là, il y a un aspect aussi qui est très important pour l'histoire économique de l'œuvre. Et oui, enfin, c'est absolument juste ce que vous dites. On peut penser au mobilier Louis-Philippe, enfin, oui, il y a des mouvements très puissants. Mais ça marche, c'est effectivement le cas aussi pour la peinture. Et sans doute qu'effectivement, observer les dévalorisations, c'est quelque chose qu'on ne fait pas toujours et pas très bien, parce que ça fait moins de bruit aussi, une survalorisation et une dévalorisation, ça fait pas exactement le même bruit, ça ne laisse pas les mêmes traces. Mais l'histoire des dévalorisations en art, je pense, est un truc qui sera encore à creuser et qui suit effectivement les phénomènes de goût, de mode, de reflux. Voilà, il y a des pans entiers de la culture matérielle qui, effectivement, en 20 ans, disparaissent complètement. Voilà, je pense à Louis Philippe. Et à l'inverse, je sais pas, d'un coup, vers 1890, le mobilier, la peinture, etc., Premier Empire devient centrale, donc elle remonte à la surface en quelque sorte. Donc oui, il y a des flux et des reflux, et il faudrait prendre les deux ensemble, sans doute, ouais, plus nettement. Moi, je voulais aussi réagir. Je trouvais ça intéressant d'évoquer donc cette notion de mode qui a souvent été considérée, et aussi de goût. Bon, pour moi, c'est une catégorie un peu piégée, parce que en fait, il faudrait la remettre dans le monde des sciences sociales pour en comprendre la complexité. Mais évidemment, ces notions-là sont cruciales pour comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette économie de marché qui se construit. Et qui est en effet guidée, aimantée par ces mécanismes. Ce sont des mécanismes sociaux, en fait des mécanismes, comme le disait Étienne Anaheim, d'imitation et de compétition. C'est ça la mode. On veut la même chose, mais on veut être comme les autres. On veut être à la mode, mais on veut quelque chose aussi de singulier. Et donc la mode, c'est une catégorie extrêmement puissante de l'économie de marché. Et c'est pour ça que, en écoutant Étienne Anaheim, je pensais évidemment à Werner Sombart, qui a montré combien la mode, le luxe étaient des moteurs puissants dans la production de biens culturels, artistiques,
en général. Et donc, oui, cette question de la mode, elle n'est pas du tout accessoire. On a souvent eu tendance à mettre les historiens de la mode un petit peu de côté ou les traiter de manière condescendante. Or, en réalité, et c'est vraiment une question centrale pour comprendre l'articulation, je pense, entre l'économie capitaliste et les mondes de l'art au sens général, pas seulement le tableau, quoi. Oui, parce que je pense qu'en fait, derrière la mode, la question, à mon avis, est encore plus générale. C'est la question de la manière dont la temporalité participe à la fabrique de la valeur. C'est-à-dire que Charlotte rappelait tout à l'heure que la valeur était le fruit d'une relation sociale, mais effectivement, une relation sociale qui est inscrite elle-même dans le temps, dans un temps court qui est une génération, par exemple, et un effet de mode, mais dans un temps long et qui peut être un temps pluriséculaire. Et en réalité, c'est cette fabrique-là, parce qu'on dit la mode, mais on pourrait même évoquer des cycles de très long cours dans la valorisation de certains moments de l'histoire de la peinture plutôt que d'autres à très très long terme. Donc, cette fabrication temporelle de la valeur qui fait que successivement, le temps accumulé dans une œuvre peut à la fois la ringardiser en un certain sens ou au contraire lui donner un surcroît de valeur parce que tout ce temps devient une sorte de capital symbolique mobilisable, est aussi un élément essentiel, je crois, de la discussion qu'on a actuellement, et crée aussi un parallèle avec le problème du temps dans l'économie. C'est-à-dire ce que le temps, alors que l'économie se pense très souvent comme une science entièrement synchronique, en réalité, on sait bien que les mécanismes économiques sont des mécanismes qui fossilisent une temporalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Alors, il faut que l'on vous enregistre. Alors pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, bon, au Moyen-Âge, il y avait des œuvres sans nom, sans signature, si vous voulez, terme technique. Et maintenant, il y a des signatures sans œuvre, pour faire vite. Mais la part de l'artisanat, à savoir qu'effectivement, au Moyen-Âge, ce qui était valorisé, c'était le travail humain sur la toile et sa complexité. Et évidemment, ce que l'art contemporain propose, c'est pas tout à fait la même chose, parfois. Hein, quand on a effectivement des toiles, bon, évidemment, on pourra discuter à l'infini de la faisabilité, etc. Mais c'est quand même une différence par rapport à la production d'œuvres au Moyen-Âge, à la Renaissance, enfin surtout à la Renaissance d'ailleurs, hein, et jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire avant la photographie. Donc là, il y a aussi quelque chose peut-être qui interroge sur la valeur de l'art et effectivement aussi évidemment sur les conceptions esthétiques. Peut-être une réponse du point de vue du Moyen-Âge, et puis ensuite, je pense que c'est une question qui nous intéresse tous beaucoup, puisque c'est une question qui est souvent reposée. Du point de vue de la fin du Moyen-Âge, je dirais juste deux choses. Il y a un premier plan du rapport entre art et artisanat qui est d'abord un plan simplement sociologique. C'est que les artistes, enfin les peintres médiévaux, sont des gens qui participent à une économie des métiers urbains et de la corporation, qui fait qu'ils se pensent eux-mêmes sur le mode de l'artisan, simplement parce que c'est leur statut social, je dirais, prédominant, même si on a des figures qui sont parfois les plus connues et qui émergent dans des stratégies de distinction sociale un peu différentes. Et puis d'autre part, la question de l'artisanat, telle que vous la posez, c'est aussi la question du faire, qui n'est pas tout à fait la même question que la question du statut social. Or, dans cette question du faire, c'est-à-dire du savoir-faire, je pense qu'il faut être assez prudent parce qu'on a à la fois des peintres médiévaux qui peuvent très vite jouer avec les limites de la matière ou les limites de ce qu'est le travail, voire de l'abstraction de ce travail. Et là, par exemple, sur Fra Angelico, il y a les très belles lignes de Didier Huberman qui posent cette question. Et puis, à l'autre extrême, il y a des artistes contemporains pour qui la mise en scène du savoir-faire et de l'artisanat et de la matière joue un rôle tout à fait essentiel. J'ajouterais donc un pendant de réflexion contemporaine en rappelant quand même que
malgré l'émergence des nouveaux médias, hein, malgré l'art vidéo, la performance, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, les formes d'art qui suscitent les prix les plus importants, ça reste des peintures. Et je vous renvoie à un livre très intéressant d'Isabelle Grau, paru récemment, qui réfléchit sur la prééminence aujourd'hui encore, hein, dans l'art contemporain actuel, de la peinture, du médium peinture. Et puis, par ailleurs, en dehors évidemment des expériences un petit peu, un peu farfelues, des artistes que j'ai montrés ici pour essayer de donner un prix de manière un petit peu différente, tout à fait en dehors de ça, en fait, en dehors des maisons de vente, en galerie d'art contemporain, aujourd'hui, de manière générale, les œuvres le prix des œuvres est donné au point, c'est-à-dire au centimètre carré de toile. Donc on n'est pas si loin en fait de certaines pratiques pour donner des prix, même à l'époque médiévale ou à la Renaissance en fait. C'est ce rapport à la pratique artisanale, il existe encore aujourd'hui. Et juste pour faire le joint, dans les années 1860, quand les grands magasins d'ameublement notamment se mettent à vendre de la peinture fait main, c'est pas des reproductions, c'est de la peinture fait main, avec des signatures faites en série, quoi, en gros. Il y a donc dans une chaîne de production un préposé à la signature. On définit le prix de ces œuvres à la taille du tableau et à la question de la complexité, de la virtuosité de ce qui a réalisé. Donc s'il y a plusieurs mains, c'est plus cher. Voilà. On retrouve des pratiques de prix très anciennes. Et là, on est en 1860 dans des catalogues d'ameublement. Voilà. Et ça ne détermine pas pour autant ce coût cette qualité du savoir-faire, la qualité des tableaux, si on peut dire ça comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ? Ou on terminera du coup cette table ronde sur ces dernières phrases de Manuel Charpy. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. Et bon rendez-vous de Blois.